Soyez prêts, attachez vos casques, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel et premier épisode du Fast Podcast. Aujourd'hui, on part dans un univers à 150 km/h, sans frein, sur des pistes en terre battue ou en herbe, où chaque virage est un combat. Je reçois aujourd'hui Jordan Dubernard, pilote français de long track, engagé au plus haut niveau mondial en championnat du monde, et également pilote de speedway dans la Ligue nationale. Et ce qui rend son histoire encore plus incroyable, c'est qu'il n'est pas professionnel. Entre son travail, sa vie personnelle et les déplacements à l'étranger, il vit sa passion à fond, avec les moyens du bord et un mental d'acier. Aujourd'hui, on va parler de moto bien sûr, mais aussi de passion, de sacrifice, de rythme de vie et de rêve. Salut Jordan. Salut. Bon, déjà, on va commencer par, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je trouvais ça assez symbolique de faire mon premier podcast avec toi. Tu es mon frère, donc je vais te poser des questions auxquelles j'ai les réponses, pour les premières du moins. Donc on va commencer par, est-ce que tu peux te présenter à quelques mots, ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, quelle discipline tu pratiques et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je m'appelle Jordan Dubernard. J'ai 28 ans, bientôt 29. J'habite à Marmande, c'est une petite ville dans le 47, donc dans le Lot-et-Garonne. On est à peu près à 1 heure de Bordeaux et 45 minutes d'Agen, voilà. Et puis je fais du grass-track et speedway. Alors c'est une discipline qui est pas forcément trop connue, ou du moins qui est assez centrée sur le sud-ouest. Et voilà, après passionné de moto, de sport mécanique en général, un petit peu de motocross l'hiver, et puis voilà. Très bien. Est-ce que tu te souviens de ta première fois sur une moto et comment est née ta passion pour le sport motocycliste en général? Alors, ma première fois sur une moto, je m'en souviens pas spécialement, mais par contre, j'ai des cassettes chez mes grands-parents qui montrent un peu mes premiers tours de roue. Voilà, c'était aux alentours de 3 ans. Voilà, on avait un mobil-home qui était à Saint-Lary dans les Pyrénées. Et donc, j'ai fait pas mal au niveau du camping. Voilà, on était autorisé à faire un petit peu de quad et de moto, donc c'est là où j'ai commencé. Euh, voilà. On va passer maintenant, on va parler un peu plus de long track et de speedway. Tu roules à la fois en long track en championnat du monde, également en speedway, notamment dans la Ligue nationale française. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre ces deux sports d'une manière assez brève pour les personnes qui ne connaîtraient pas notre sport et qui aimeraient le découvrir, et d'une manière un peu plus technique pour les personnes aguerries du sport? Alors pour faire simple, la différence entre le speedway et le long track, ça va être notamment sur la taille des pistes, sur la longueur des pistes. En speedway, on va être sur des pistes qui vont être grosso modo entre 200 et 400 mètres. Et tout ce qui va être aux alentours de 450-500 mètres jusqu'à du 1000 mètres, on va être sur du long track. Les motos sont un tout petit peu différentes, notamment au niveau des amortisseurs. Par exemple, sur une moto de long track, on va avoir un amortisseur pour l'arrière, alors que sur une moto de speed, c'est juste un arrière-cadre, il n'y a pas de suspension à l'arrière. On va avoir aussi sur du long track une boîte à vitesse qui va nous permettre d'avoir 2 rapports, alors que sur une moto de speedway, on va être plutôt sur un relais, donc c'est embrayage direct, on lâche et puis on part. Pas besoin de passer de vitesse ou de rétrograder. Pour faire simple, après, si on va un peu plus sur le domaine technique, on va avoir plus tendance forcément sur du speedway à avoir des roues avec un pneu assez particulier parce que c'est des pistes en cendré, donc ici qui est un revêtement assez spécial. Et donc les roues à l'arrière sont du 19, alors que sur du grass track, on va être sur du 22. Et le grass track long track, en fait, peut se passer aussi bien sur de la cendrée, mais ça peut se passer aussi sur de la terre. C'est même l'essence même du grass track, en fait, quand on le traduit en français. Voilà, c'est des pistes sur herbe. Et donc voilà, là on est sur un pneu de 22 avec des crampons qui sont quand même un petit peu plus gros, et donc qui permettent un peu plus d'adhérence. Et quand tu parles notamment pour le long track, de boîte à vitesse, c'est vrai que dans tous les sports mécaniques, pour la plupart, il y a des boîtes à vitesse sur les motos. Euh, Tu nous as dit que tu pouvais passer les rapports et que tu pouvais pas les enlever. C'est une question peut-être bête, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nos motos sont adaptées en fait pour avoir une seconde vitesse. En fait, on a la première vitesse qui va nous permettre de démarrer la moto, et après sur la ligne de départ de pouvoir lâcher l'embrayage et donc donner de la traction. Et en fait,
plus ou moins en fonction de la taille des pistes. On va avoir une seconde vitesse que l'on va passer à plus ou moins une certaine distance, mais ça va jouer aussi en fonction du rapport de boîte qu'on met dedans. Et en fait, une fois que cette deuxième vitesse est mise, le seul moyen de pouvoir remettre en première, c'est en fait de rouler au ralenti, entre guillemets, pour en fait pouvoir se pencher et attraper le levier et le faire manuellement. Voilà, donc c'est ce qui va faire la particularité qu'en fait, une fois qu'on a passé la seconde, voilà, on fait nos 4 tours à fond et puis on rétrograde à la fin. Pas de frein. Pas de frein. Ok. Aujourd'hui, tu es en championnat du monde. Comment on fait en tant que pilote de long track ou de speedway pour arriver jusqu'au championnat du monde? Quel est le parcours qu'il faut réaliser pour arriver jusqu'à ce niveau-là? Je pense que c'est un petit peu le même parcours plus ou moins pour tous les sports mécaniques. On va commencer comme tout le monde avec le niveau de ligue ou le niveau national. En l'occurrence chez nous, c'est le niveau national où en fait on va faire les épreuves du championnat de France. À la suite de ça, en fonction des résultats que l'on fait, on est sélectionné par la fédération française pour pouvoir prétendre à des places de qualification au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Et c'est sur ces épreuves-là où en fait il y a un nombre spécifique de pilotes qui se qualifient à la fin de cette course. Donc c'est des épreuves sur une seule course. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop le droit à l'erreur, que ce soit d'un point de vue mécanique ou d'un point de vue stratégique, réglage, etc. Et si on atteint cet objectif-là, on peut rentrer ensuite en championnat du monde où là, ça se déroule sur plusieurs grands prix avec forcément un cumul de points sur toute l'année. Et du coup, à la différence des autres sports moto qui sont au sein de la Fédération internationale de motocyclisme, c'est vrai qu'on a l'habitude de connaître dans les plus hauts niveaux mondiaux des sports où voilà, il y a des teams, je pense notamment au motocross, au superbike, au MotoGP. Est-ce que c'est le cas en long track ou en speedway? Est-ce qu'il y a des teams ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indépendant? Alors il y a des teams, mais c'est des teams qui sont formés par nous-mêmes. En fait, on s'entoure de personnes, on n'a pas vraiment d'infrastructure appropriée où en fait on va avoir des personnes qui vont venir nous faire signer des contrats et où on est ensuite rémunéré pour ça. Là, ce qui est le team, en fait, en soi, c'est le pilote qui va créer son team, entre guillemets. Donc, il va choisir plus ou moins ses mécanos, les personnes qui vont être avec lui voilà, pour l'aider sur les épreuves. Mais c'est lui aussi qui va décider pour un suivi médical quel kinésithérapeute il va prendre, quel ostéo, etc. Et donc, c'est vraiment, dans notre sport, c'est quand même assez particulier parce qu'en fait, le pilote est aussi un peu le patron du team et c'est lui un peu qui dirige à sa sauce comment il veut s'organiser. Donc on reste dans un milieu très indépendant, mais structuré malgré tout. C'est ça, exactement. Pour revenir du coup dans le sport, tu évolues du coup forcément aux côtés des meilleurs pilotes du monde. Euh, Est-ce que tu es capable de décrire pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, quelle est la sensation en tant que pilote quand tu te retrouves aux côtés de légendes du sport comme ça sur une ligne de départ? Ben, je pense qu'au début, comme toute personne, forcément, quand on n'a pas d'expérience à ce niveau-là, on a toujours un petit peu plus ou moins la pression parce que forcément, c'est des personnes. Moi, j'ai roulé avec des personnes que j'ai vues sur des vidéos ou sur des cassettes et puis me retrouver à côté d'eux, voilà, on se dit en fait, voilà, depuis tout gamin, on rêve de rouler comme ces pilotes-là et puis en fait, on se retrouve à la même échelle qu'eux, donc c'est vraiment pour essayer de gagner. Et bon, voilà, je pense qu'après, au fur et à mesure des années, toute cette pression et cette expérience accumulée permet en fait de pouvoir gérer ça au mieux. On arrive un petit peu plus relaxé. Forcément, on sait très bien que c'est dur parce que c'est des pilotes quand même qui roulent. Il ne faut pas se mentir, on est dans les meilleurs pilotes mondiaux. Mais bon, voilà, il faut se dire qu'il n'y a pas de place au hasard et que si on est arrivé là, c'est que on s'est gagné une place ou alors qu'on a tout simplement le niveau pour pouvoir participer avec eux. Et donc voilà, le but, forcément, c'est peut-être que sur une première course, on va les battre qu'une fois, et puis sur la deuxième, peut-être 2 ou 3 fois, et puis pourquoi pas à la fin, essayer de devenir le meilleur et être champion du monde. Donc on va dire surtout de l'adrénaline et peut-être un peu d'appréhension au début, mais avec le temps, ça s'estompe et on sait qu'on a notre place et tout va bien, quoi. C'est ça, c'est au fur et à mesure des années, je pense, et du nombre de courses que l'on fait dans l'année où on commence un petit peu plus à rouler relâché, en fait. Euh, du coup, tu évolues en championnat du monde, tu n'es pas professionnel. Comment tu arrives à gérer justement ce contraste entre euh,
ton travail, ta vie de famille et justement les compétitions? Assez compliqué. C'est un emploi du temps, on va dire 7 jours sur 7, qui est planifié presque, je dirais, à la minute près. Parce que forcément, je suis pas professionnel, mais bon, il faut quand même que je fasse un petit peu de préparation physique. Donc j'ai quand même un petit peu plus de temps l'hiver, parce que forcément, on n'a pas de course. Donc je peux vraiment me consacrer à plein temps sur ça. Mais sinon, pendant la saison, il faut, voilà, une journée typique, c'est le matin se lever, essayer de faire un peu de sport, ou alors si on n'a pas le temps de le faire, le faire le soir. Après, c'est une journée normale, comme toute personne, et travail. Entre midi et deux, j'ai quand même la chance d'avoir mon garage à moto qui est pas très très loin de mon travail. Donc, je rentre entre midi et deux, je mange assez rapidement et je reprépare tout, parce que il faut être prêt pour le week-end qui suit. Et j'essaye aussi en même temps de me donner un petit peu de temps libre pour le soir, parce que forcément, j'ai aussi une femme et j'ai 2 chiens à la maison aussi, qui veulent aussi passer du temps avec moi. Donc voilà, il y a aussi l'entretien au niveau de la maison, forcément, tout ce qui va être le jardin, etc. C'est des choses quand même qu'il faut faire aussi. Donc voilà, c'est quand même assez cadré, encore plus pendant la saison, forcément, parce que du coup, on rentre de week-end de course à l'étranger le lundi et il faut repartir des fois le jeudi soir. Donc ça fait quand même assez chargé, mais bon, voilà, on arrive à s'en sortir au fur et à mesure des années. Pareil, on arrive à trouver des solutions et des astuces ou des avantages pour qu'on puisse réussir à faire tout ça. Ouais, donc il y a vraiment un équilibre à trouver justement entre voilà, le temps consacré à la compétition en général, donc la préparation des motos, la préparation physique, euh, le temps passé, d'ailleurs félicitations puisque tu es jeune marié, Merci. euh, le temps passé justement avec la famille, tout ça, et à côté de ça, arriver quand même à garder un rythme de sommeil régulier, puisqu'on sait que c'est très important pour le corps quand on est sportif de haut niveau, tout ça. C'est ça, et puis il faut quand même pas oublier aussi l'alimentation, qui est quand même une part importante. Voilà, j'ai eu dans le passé des blessures assez conséquentes, on va dire, notamment au niveau de la hanche, qui en fait, on s'est rendu compte avec des médecins, etc., que la malnutrition en fait pouvait empirer cette blessure ou me relancer des inflammations. Donc voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Bon, forcément, comme toute personne, la facilité parfois c'est la restauration rapide, mais bon, on essaye au maximum de faire la cuisine nous-mêmes, voilà, avec des produits locaux pour forcément avoir le mieux possible, quoi. Euh, il faut, en tant que pilote, du coup, puisqu'on a bien compris que tu avais un team, tu étais entouré de personnes, mais est-ce que justement tout ce qui est déplacement, logistique, la mécanique, les frais, est-ce que tu gères ça tout seul ou est-ce qu'il y a des personnes qui t'entourent? Alors pour tout ce qui va être la partie logistique, j'essaye d'en faire quand même une grosse partie. Mais bon, forcément, j'ai toujours des personnes derrière moi, des personnes de l'ombre, comme je les appelle, mais qui se reconnaîtront, qui vont m'aider sur ça. Après, voilà, tout ce qui est la partie mécanique, j'ai quand même la chance d'avoir mon père qui en a fait pendant 23 ans. C'est pour ça que je suis arrivé dans le sport moto aussi, je pense. Et donc, lui, j'ai de la chance que ça soit un passionné pur et dur de ce sport, et qui, du coup, est là même peut-être plus souvent que moi au garage à moto, Qui parce que sacrifie tout son temps? voilà, il sacrifie tout son temps aussi, et je peux que le remercier, parce que je pense vraiment et sincèrement que s'il n'était pas là, j'aurais pas la capacité de pouvoir avoir mes motos prêtes à temps. De mon point de vue professionnel, le sport et tout ça, ça aurait pas été possible pour moi. Euh, Est-ce que ça t'arrive parfois, comme ça arrive à beaucoup de sportifs, de, de douter ou d'être à bout, que ce soit physiquement, mentalement? Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir envie d'arrêter, de tout lâcher et de se dire stop, cette vie à 3000 à l'heure, j'en peux plus? Ça m'est arrivé, je dirais que ça m'arrive un petit peu moins, parce que je prends quand même un petit peu plus de recul sur ça. Je me dis tout simplement que s'il n'y a plus cette flamme pour aller sur les courses de moto, ou si tout simplement je me rends compte que je suis tout simplement plus haut niveau malgré tous les efforts que je mets, parce qu'il faut vraiment dire que je mets 200% dans ça pour réussir, et c'est tout simplement que ce sport n'est plus fait pour moi. Alors ça ne veut pas dire forcément arrêter définitivement, mais peut-être revoir les exigences que je m'impose et le niveau auquel je voudrais rouler. Peut-être rester sur du championnat seulement national, simplement national, et faire moins de déplacements à l'étranger pour essayer de progresser.
Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai toujours cette flamme et cette envie. Voilà, ça peut m'arriver pendant la saison de douter, que ça soit d'un point de vue mécanique, est-ce qu'il faudrait que je fasse des changements, est-ce que niveau physique, je suis assez prêt, voilà, tout le temps se remettre un petit peu en question. Mais bon, au final, ça peut m'arriver très souvent de dire, bon, ben, cette course-là, c'est mal passé, c'est sûr, j'arrête. Et puis au final, le lundi, c'est passé, j'ai coupé court avec la moto, et puis je me rends compte qu'en fait, ça me manque, et le mardi, je repars plein fer, quoi. Donc voilà, mais maintenant, avec du recul, je prends vraiment course après course, et puis voilà, j'ai quand même des objectifs bien arrêtés. Mais voilà, avant tout, c'est du plaisir sur la moto. Les résultats, forcément, viendront avec le plaisir aussi. Et pour l'instant, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai eu un début de saison très très compliqué où j'ai eu un gros manque de roulage. Et puis je m'aperçois que c'est peut-être, en termes de référence de course, peut-être une de mes meilleures saisons. On va passer sur quelque chose d'un peu plus fun, donc on va parler d'un côté un peu plus humain. Est-ce que, du coup, maintenant, ça fait plusieurs années, je t'ai pas demandé, du coup, depuis combien de temps tu pratiquais ce sport? Est-ce que tu sais exactement depuis combien de temps tu fais ce sport? Je pense, alors je pense parce que j'ai quand même un léger doute, mais je pense avoir commencé aux alentours de 7-8 ans. Donc voilà, ben, en ayant 28 maintenant, bientôt Ouais. 29, ça fait 20 ans ou 21 ans, je pense que je fais ce sport. Et du coup, sur ces 21 ans, est-ce que tu as une anecdote marquante ou inattendue que tu as en tête, que tu peux nous dire? Parce que comme tous les sportifs et tout ce qui se passe aux alentours, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous dire qui t'a fait rire ou à l'inverse qui a pu te blesser? Est-ce que tu as quelque chose de marquant à nous raconter? Alors, ben, on peut très bien en faire une fun et peut-être une moins fun aussi. Allons-y. Voilà, on va commencer par la moins fun, c'est forcément la casse-blessure, parce qu'en étant sportif, forcément, on peut avoir des blessures. Voilà une grosse chute 2019 où en fait à pleine vitesse j'ai pris la roue arrière d'un pilote parce que forcément sans frein et bien forcément en étant serré des fois parfois la moindre petite erreur peut être fatale. Et donc j'ai eu une grosse blessure. En fait, j'ai eu une luxation de la jambe sur la chute et en fait à l'impact, j'ai la tête de mon fémur qui m'a explosé en fait le cotyle, le bassin, etc. Donc ça, en termes de douleur, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Après, pour des anecdotes assez rigolotes, je vais Je en avoir suppose qu'il y en a deux. plein. Je vais donner les deux plus rigolotes pour moi. La première est forcément que j'ai rencontré ma compagne, qui est C'est maintenant ma maintenant. femme, sur une course, parce qu'en fait c'était la secouriste. Et pendant 2 ans d'affilée, je suis tombé une seule fois dans la saison, et c'était à chaque fois à cet endroit-là, parce que voilà, moi j'étais potentiellement amoureux et pas elle, et donc du coup tout le monde a tendance à dire que je l'ai fait exprès. Voilà, Je mais tiens à dire, voilà. en tout cas, moi, en étant ton frère, qu'à partir de ce moment-là, où vous avez vraiment été ensemble, tu n'es plus tombé à Taillac. Ah non, je ne suis plus tombé et j'ai même fait mes meilleures courses alors que c'était toujours un peu ma piste D'ailleurs, il y a une chouette noire. anecdote sur cette piste de Taillac aussi qu'on peut raconter, où tu es tombé, Oui, pas en roulant. pas en roulant. Après l'arrivée, voilà, deuxième d'une course sur invitation, ou alors une course sur invitation où on a plusieurs pilotes étrangers qui viennent en fait faire des prestations pour la course. Et je finis deuxième de cette course, et en voulant serrer la main à un participant, bien sûr forcément en roulant, j'ai tendu la main pour le féliciter, et en fait on s'est accroché les guidons. Lui n'a pas bougé, moi j'ai tordu la fourche de ma moto. Donc en fait, ce que j'ai gagné entre guillemets sur la course, je l'ai redépensé dans du matériel derrière, parce que voilà, j'avais plié la moto à très exactement, je pense, 5 km/h, alors qu'on a fait toute la course à presque 100 ou 110 km/h. Voilà. Donc ça, c'est les anecdotes rigolotes. Après, la dernière en date serait sûrement sur un déplacement à Mâcon, donc à côté de Lyon, où en fait j'étais pour une demi-finale Europe junior, moins de 21 ans, où en fait on réserve un hôtel, et là, gros orage. Et en fait, on a été obligé pendant la nuit de changer d'hôtel, parce qu'en fait, on a tout simplement notre chambre qui s'est retrouvée inondée. On a manqué même s'électrocuter parce que le téléphone fixe a failli tomber dans l'eau. Enfin voilà, ça a été tout un. Et donc on s'est retrouvé en fait, on va dire 5 ou 6 heures avant les contrôles techniques,
en pleine nuit, en caleçon, dans un hall d'hôtel où en fait on ne savait pas encore où on allait dormir. Voilà, donc c'est des anecdotes assez C'est rigolotes. voilà, Voilà. les aléas des déplacements. C'est ça, il y en aurait des tonnes, mais bon, on ne peut pas tout raconter parce que sinon on y passerait la journée. Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Euh, comment réagit ton entourage justement face à ta passion, voilà, à la pratique de ce sport? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils te soutiennent? Comment ils gèrent cette pression-là, eux aussi, justement, vue de l'extérieur? Alors, ils sont forcément à fond derrière moi. J'ai quand même la chance d'avoir ma femme qui, du coup, tolère quand même beaucoup de choses parce que, mine de rien, je passe quand même, malgré tout ça, très peu de temps à la maison ou alors la plupart du temps, c'est vraiment le soir et forcément, ben, après, il faut enchaîner donc on se voit très très peu. Mais bon, elle est à fond derrière moi, elle me soutient tout le temps. Ma famille aussi, et que ce soit ma famille un peu éloignée ou ma famille très proche, sont à fond derrière moi. Mes parents le sont aussi, forcément, mais il y a quand même deux réactions. Il va y avoir le soutien, mais quand même l'inquiétude de la maman. Et je pense que mon père montre en fait son investissement, on va dire, plus dans le fait de venir m'aider, voilà, du manuel et de la mécanique, mais il en est pas moins stressé quand même parce qu'il en a fait aussi et il sait ce que c'est de prendre des risques parce que c'est forcément un sport à risque. Voilà, mais bon, sinon, à part ça, ils sont tous à fond derrière moi et j'en suis ravi. Donc une passion qu'on vit tous en famille. Exactement, c'est ça. Euh, la saison est presque terminée maintenant. Quels étaient tes objectifs pour cette saison et est-ce qu'ils sont atteints ou est-ce qu'ils peuvent encore être atteints ou est-ce qu'ils sont en cours? Et, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans un futur proche, dans les 2 prochaines années? Alors pour mes objectifs de cette année, eh bien, ils avaient forcément été revus un petit peu différemment parce que je me suis blessé en début de saison. Donc forcément, il y a des épreuves que j'ai pas pu faire. J'avais comme objectif déjà dans un premier temps de me qualifier pour la finale Europe et connaissant très bien le tracé où était la finale, je visais un top 3 parce que c'est une piste qui me ressemble un petit peu dans la manière de piloter. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible parce que j'ai été blessé pour les qualifications. Donc j'avais un petit peu revu à la baisse, étant toujours un championnat du monde, j'ai eu la chance de rater aucun Grand Prix, donc en fait j'ai pu faire la saison complète. Et donc forcément l'objectif était de rester dans le top 6 voilà, pour pouvoir être un championnat du monde. Et il s'avère que j'ai revu un petit peu pendant la mi-saison parce que j'ai fait un super Grand Prix en France à Marmande, justement, on va dire la piste de chez moi, entre guillemets, parce que mes parents habitent à simplement 500 mètres de la piste, on va dire. Et donc, du coup, j'ai fait quatrième. Donc, j'ai revu un petit peu différemment. Là, mon objectif serait sur le dernier Grand Prix, pourquoi pas, d'aller chercher une autre finale et pourquoi pas un podium. Forcément, en finissant quatrième, on veut toujours aller plus haut. Et puis voilà, c'était aussi de rentrer dans le top 5 du challenge des championnats du monde pour m'assurer à 100% d'être en Grand Prix l'an prochain. Chose faite, ça s'est passé le week-end dernier, je finis deuxième, donc très satisfait de ça. Voilà, maintenant, dernier objectif, c'est d'aller chercher une médaille avec l'équipe de France pour le week-end à Vechta en Allemagne. Qui se déroule ce week-end. C'est ça, Vous verrez peut-être ce podcast après, mais peut-être. voilà, on est le 9 septembre et la course se déroule ce week-end. Euh, Est-ce que tu rêves peut-être un jour de passer pro ou est-ce que tu l'as rêvé? Ou est-ce que pour toi justement le vrai kiff c'est voilà, d'allier ta vie perso, ta vie de famille, ton travail et justement le sport à haut niveau? C'est une question qui est quand même assez compliquée de mon côté parce que forcément, si l'opportunité se présente de devenir professionnel, ça serait avec grand plaisir. Mais j'y ai pensé très très fort quand j'étais un petit peu plus jeune. Voilà, mais bon, après, la vie fait que ben, forcément, on finit dans un premier temps ses études. Donc j'ai quand même fait des études assez longues, entre guillemets. Et donc du coup, forcément, ben, on commence réellement sa carrière un petit peu plus tard que les autres. Donc on a déjà beaucoup de retard à rattraper. Il y en a certains qui sont déjà professionnels depuis quelques années. Donc j'ai revu un petit peu différemment. Ça me fait plaisir voilà, de faire de la moto le week-end, etc. J'aimerais en faire plus, donc si l'opportunité se présente, pourquoi pas.
Et c'est aussi d'un point de vue organisation, le fait de faire ça à temps plein me permettrait d'avoir un petit peu plus de flexibilité parce que voilà, mais mine de rien, j'ai pas que la moto, j'ai plein de choses autour, mais j'ai aussi des passions voilà, que je fais principalement l'hiver parce que j'ai pas le temps de le faire pendant la saison. Mais voilà, si j'ai l'opportunité, pourquoi pas. Ça me permettrait de vraiment me consacrer à ça. Après, si ça vient pas, voilà, je vais pas me plaindre non plus. J'ai une maison, j'ai une famille, j'ai un travail, donc voilà. Mais ça serait bien quand même d'un côté de le faire. Bah, écoute, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ben, je l'espère J'espère pour aussi. toi. Merci beaucoup. Pour finir, il y a sûrement des personnes qui sont jeunes qui vont nous écouter ou nous regarder. Si tu avais un message à faire passer à un jeune qui n'ose pas se lancer, quel serait ce message? C'est surtout dans un premier temps d'oser se lancer s'il en a envie, si ça lui fait plaisir. Faut pas avoir peur non plus. Ça peut paraître impressionnant comme sport forcément, mais faut pas hésiter à venir. La fédération essaye de faire en sorte de ramener de plus en plus de jeunes maintenant avec des écoles moto qui se passent le mercredi. Voilà pour essayer de dynamiser un peu ce sport et essayer de le faire découvrir un peu partout en France. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie pour faire ça parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui osent se lancer. Et puis voilà, il faut pas avoir peur de l'échec dans un premier temps. Et il va y avoir des coups durs, hein, comme tout sportif. Il va y avoir forcément, on le sait très bien, des risques de blessures, des moments de joie, des moments un petit peu de colère. Mais il faut surtout pas hésiter de le faire et puis surtout ne pas regretter. Voilà, c'est très important. Moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais pas spécialement envie de faire dans ce sport, notamment faire énormément de courses en déplacement à l'étranger, si c'était hors championnat du monde, etc. Mais en fait, je me dis, j'arriverai pas à 40 ans sur mon canapé et me dire, je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt, etc. Et donc, je pense que c'est dans un premier temps ça, c'est de ne pas regretter ce que l'on fait et de le faire à fond. Et de le faire surtout par plaisir. Par plaisir, c'est très important. Ben écoute, Jordan, merci pour ton temps, pour ton authenticité. Pour les personnes qui nous ont écoutés ou regardés, je vous mets en description tous les réseaux, tout ce qu'il faut savoir sur Jordan pour si vous voulez suivre ses résultats et ce qu'il fait. Et on se retrouve très prochainement pour un épisode du Fast Podcast. Impec.